Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1 et toujours avec nos 4 compères de l'information. J'ai nommé par ordre non pas alphabétique mais plutôt d'ancienneté, si j'ose dire ça comme ça. Dominique Volton. On recommence chaque année. Oui, on va recommencer longtemps. Hein. C'est une plaisanterie qui marche. J'aime l'humour répétitif comme la musique concrète et répétitive. Vous êtes toujours directeur de recherche au CNRS? Pour l'instant, ça ne change pas. Vous nous préviendrez si un jour. Oui, a priori, oui. Je pense pas être viré, mais enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais, hein, tout est possible dans la vie. De l'autre côté, invirable du Figaro, vu ce qu'il est, Éric Zemmour. Je suis moins invirable que Dominique l'est de CNRS. D'accord. Bon, pour moi. Francis Laloupeau d'Africa numéro 1. Bonjour, vous revenez d'Afrique. Oui. Ça s'est bien passé, vous êtes content? Oui, bonne année à vous, un peu froid. Bonne année à vous aussi, merci. Et enfin, le dernier, Nadir Djenad, le plus gentil quand on voit les 3 autres. Bonjour Nadir, pour Beurre FM, ça va bien? Ça va. Voilà, les présentations sont faites, comme vous avez pu le remarquer, ce début d'année, met mes compères dans une forme extraordinaire. Je vais vous donner l'endroit où vous pouvez leur écrire pour leur faire plaisir ou même pour leur faire des remarques acerbes. Ça les calmera peut-être un peu. hebdofranço@rfo.fr, ça doit s'afficher sur l'écran, je crois. hebdofranço@rfo.fr. Alors, au sommaire de cette édition, on voudrait aborder le bilan très controversé de Brice Hortefeux en matière d'immigration. Et puis le discours de Nicolas Sarkozy au Carré d'Art à Nîmes à propos de la culture et de l'identité nationale. Et enfin, un autre discours, les propos tenus par la future secrétaire d'État américaine Hillary Clinton à la veille de l'investiture d'Obama, qui a essayé de dessiner un peu à grands traits la politique étrangère des États-Unis dans les mois qui viennent. Voilà, mais tout d'abord, Brice Hortefeux quitte le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Il va aux affaires sociales, on en reparlera tout à l'heure à la fin de ce petit thème, mais il a fait un bilan dans une conférence de presse. Il a annoncé environ 30 000 reconduites à la frontière, en tout cas pour la métropole. On ne parlera pas des chiffres outre-mer qui sont sujets à polémique à ce propos. Et ça ferait beaucoup plus de 30 000, il faut le dire. Alors 30 000 tout en disant que l'objectif qui lui a été fixé est atteint et qu'il était fier de son bilan. Vous jugez ce bilan comment, vous, Francis Laloupeau? Le bilan de Brice Hortefeux, d'abord, c'est une nouvelle intéressante de voir que Brice Hortefeux peut faire autre chose au gouvernement que de s'occuper de l'immigration et de l'identité nationale, parce qu'on pensait que les personnages étaient taillés, je dirais, pour la fonction, pour ce poste-là. C'est bien, je pense que ça va faire, ça va varier un peu, je dirais, son parcours au sein du gouvernement. Un bilan, je pense qu'il a fait le job. Il a fait le job tel que lui a demandé le président de la République. On retiendra simplement que, d'ailleurs, je crois que c'est un peu la conclusion de sa mission au sein de ce ministère. On retiendra surtout que tout cela a été basé quand même sur des statistiques, des chiffres, etc. Alors qu'il s'agit quand même d'être de chair et de sang. Et cela est malheureux, je veux dire, de réduire une politique qui est avant tout une politique humaine, une politique qui concerne des hommes, à une question de chiffres, à une question de statistiques, de records, je dirais. Malheureusement, je pense que les promesses sur l'immigration n'ont pas été tenues, d'ailleurs, justement. On oublie souvent de dire que Brice Hortefeux n'était pas simplement ministre de l'immigration, je dirais, spécialiste, je dirais, des charters de renvoi d'immigrés. Il était aussi un émissaire permanent du président Sarkozy en Afrique auprès des chefs d'État. Il a passé des conventions avec certains pays africains francophones. Il a passé plusieurs conventions. Et il y avait cette politique un peu, je dirais, de double mouvement, à double vitesse. Est-ce qu'on peut appeler ça la carotte et le bâton ou c'est trop exagéré? Je crois qu'il y a... Je pense qu'il y a 2 mouvements. Il y a le message envoyé en permanence aux Français et surtout à une frange de l'électorat qui a amené Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui montre effectivement une politique faite de fermeté, toujours plus dure, toujours plus ferme à l'égard de l'immigration. Mais de l'autre côté, et ça, je veux dire, c'est un message qui est moins envoyé aux Français, qui est beaucoup plus discret, c'est que Brice Hortefeux a passé aussi tout ce temps à aller voir les chefs d'État africains, à aller voir les autorités, les puissances publiques en Afrique, pour, je dirais, calmer le jeu à chaque fois, en essayant, je dirais, de donner des contreparties en permanence dans les pays africains. Donc c'est une politique extrêmement ambiguë, équivoque, et à la fin, je pense que il faudra quand même se résoudre à dire aux Français que le débat sur l'immigration est loin d'être réglé, que ce débat n'est pas résolu, que ces questions se posent, et que, je finirai là-dessus, et que le rendez-vous, au fond, pour la question de l'immigration, c'est quand même, et en fin de compte, de dédramatiser définitivement cette question-là. On va continuer sur le blanc, on va dire, J'ai envie de vous poser une question, parce que pas mal de gens
quelle que soit leur position sur la politique gouvernementale en cette matière, disent que le bilan de Brice Hortefeux est finalement trompeur. Notamment, j'ai entendu dire que les Roms qui viennent de Roumanie faisaient partie des statistiques de départ, de reconduite à la frontière. Or, on sait bien que ces Roms sont reconduits à la frontière contre une somme d'argent et qu'il leur arrive, puisqu'ils vivent en Europe, de revenir quelque temps après. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de trompeur, quelque chose, je dirais, de presque électoraliste ? Alors, tout d'abord, concernant les chiffres qui ont été annoncés par le ministre, d'abord, tous les spécialistes de ces questions vous disent qu'il est difficile d'établir de quantifier vraiment le nombre d'étrangers en situation irrégulière en France. Il y a une fourchette, on parle de 200 000 à 400 000 exactement. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion, comme l'a fait Brice Hortefeux, à travers des chiffres qui sont difficilement vérifiables. Aux chiffres, quoi, en l'occurrence. Effectivement. Oui, surtout sur ce secteur. Deuxièmement, et là, concernant votre question, la nouveauté en matière de lutte contre l'immigration clandestine est qu'un tiers des personnes qui repartent chez eux repartent de leur plein gré. Il y a effectivement cette aide au retour qui est destinée essentiellement aux ressortissants communautaires, notamment, vous l'avez évoqué, les Roumains et les Bulgares. Les observateurs, les spécialistes disent qu'effectivement, ils reviennent en France. Mais ça, on peut l'expliquer par plusieurs choses. D'autre part, c'est un effet tout à fait normal. de la somme d'argent qui est donnée pour des choses. Oui, effectivement. Vous évoquez les Roms. C'est intéressant parce que vous savez que les Roms sont victimes de discrimination. Et ils sont beaucoup plus discriminés chez eux, par exemple en Roumanie et en Bulgarie, qu'en France. Donc, on peut comprendre qu'ils aient envie de revenir ici en France. D'autre part, ce qui est intéressant aussi, après ce qu'a déclaré Brice Hortefeux, c'est qu'il a parlé de rupture. Je ne vois pas en quoi il y a une rupture, puisque Nicolas Sarkozy dirige la politique de l'immigration depuis 6 ans, de 2002 à 2006, d'abord en tant que ministre de l'Intérieur, puis en tant que président de la République. Je ne vois pas vraiment où est la rupture. Peut-être qu'il y a un durcissement de la politique mise en place par Brice Hortefeux, mais spécifiquement française. Voilà. C'est un durcissement européen. C'est un durcissement. Alors, dernière chose, et ensuite Dominique Volton, à qui j'ai une question à poser. Dernière chose, il y a un nouveau ministre, Éric Besson. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Francis qu'il faut qu'on dédramatise cette question de l'immigration et qu'il faut que cette question arrête d'être une obsession du gouvernement. J'ai le sentiment que c'est une obsession. Écoutez, je sais pas si vous entendez. Il est tout à fait normal que la France contrôle les flux migratoires sur son sol. Il est tout à fait normal. Mais la crise financière montre qu'il y a d'autres priorités et que je ne suis pas sûr que l'immigration soit la préoccupation majeure des Français aujourd'hui. On va continuer, Dominique Volton. Là, dans la presse, à la suite de ça, on a vu de nombreux observateurs qui accusent ce qu'ils nomment une politique du chiffre, entre guillemets, je mets l'expression entre guillemets, et parlent du lot de brutalité qui l'accompagne. Alors on parle de la sortie des écoles, on parle des camps de rétention, on parle des contrôles d'identité au faciès. Une partie importante de l'opinion semble être choquée par cette politique dans le pays des droits de l'homme. Est-ce que cette partie de l'opinion, petit à petit, gagne du terrain et devient majoritaire, comme s'il y avait un retour de balancier par rapport à des années précédentes? Moi, je pense qu'il y a un retour de balancier par rapport à l'idéologie sécuritaire, oui, absolument. Mais il y a un paradoxe. L'Europe est la partie du monde la plus riche, la plus démocratique, et c'est elle qui, avec les États-Unis, la politique la plus dure sur l'immigration. Alors, deux choses à dire sur l'immigration. Elle est plus c'est normal, c'est la plus riche du monde. Bah oui. On va essayer d'éviter un dialogue. Une chose. Premièrement, les immigrés rendent toujours service aux pays dans lesquels ils viennent travailler. Ils enrichissent les pays. Vous permettez, c'est pas vous, c'est pas une opinion. C'est pas une opinion, c'est un fait. Non, est-ce que vous auriez la gentillesse de répondre à ma question? Oui, mais attendez. Parce qu'on a déjà eu cette discussion. Non, je voudrais dire des choses pour éviter les répétitions. Les immigrés, ils enrichissent les pays dans lesquels ils viennent travailler. On est d'accord. Donc quand on les traite, on sait bien que vous avez cette position. Mais c'est pas un fait. La question que je vous posais, Dominique. J'y reviens. On y revient. On vient d'avoir 20 ans ou 30 ans de sécuritaire. Les pays les plus riches sont les plus fermés. Ce qui se passe au travers des drames d'hommes est effrayant. Autrement dit, la politique du chiffre masque tous, comme il y a même des policiers qui en ont assez de ramener les gens. On a vu quelques témoignages dans les journaux, c'est vrai. Je crois qu'au bout d'un moment, ça suffit. Et le réflexe sécuritaire, c'est-à-dire s'il n'y a plus de travail, c'est à cause d'immigrés, tout ça, je pense que cette idéologie est en train de repartir dans l'autre sens. Et tant mieux, parce que de toute façon, on ne peut pas à la fois, et j'y reviendrai tout à l'heure, parler de l'identité française et ne pas se rendre compte que ces immigrés font partie et de leur identité et de la nôtre. Donc il y a une contradiction totale. Un basculement de l'opinion, oui. Petit à petit. C'est votre point de vue. Oui, parce que je pense qu'une partie des gens de droite en ont quand même assez de cette espèce de logique de l'exclusive et du bouc émissaire.
et les gens de gauche qui sont très mous là-dessus, sont quand même, au sein petit des valeurs humanitaires, sont en train de dire on est fou. Et donc par conséquent, il n'y a pas seulement que les conditions des gosses à la sortie des écoles, mais il y a aussi que si on veut une grande puissance, par définition, il faut aussi avoir une capacité d'accueil. Et cette politique d'immigration qui consiste à rejeter des hommes et des femmes qui nous rendent service, qui nous enrichissent, et qui nous enrichissent pas seulement économiquement, je le dis sans fin, sur le plan culturel, je répète qu'un immigré, il a deux cerveaux. Il a le cerveau de son pays d'origine et le cerveau du pays d'accueil. Donc c'est un homme d'une richesse intellectuelle extraordinaire. Et on devrait dire, bon, donc il n'y a pas seulement ça, il y a aussi que si on ferme à l'entrée, on ne laisse pas les visas. Et donc si vous voulez, moi je suis universitaire, un scientifique. La politique de la France, elle est scandaleuse là-dessus. Nous avons des milliers d'étudiants dans le monde qui ne peuvent plus venir faire leurs études en France. On a vu ça avec des musiciens africains cet été, par exemple. Ils vont invités dans les festivals qui n'ont pas pu venir. Donc c'est lamentable. Donc si vous voulez, tout là-dessus est faux. C'est-à-dire c'est une vision étriquée de l'identité française. Bon. L'identité française, ça n'est pas blanc. Les Outre-mer font partie de l'identité française et ils ne sont pas de la couleur blanche. Et donc par conséquent, il y a là-dedans des espèces de stéréotypes qui sont extrêmement graves. On ne peut pas se targuer et avoir fêté les 60 ans de la Déclaration des droits de l'homme et n'être incapable de revenir là-dessus. Personne ne met en cause les politiques d'immigration. Tout le monde met en cause les conditions inhumaines dans lesquelles on les fait. Bon, alors, Éric Zemmour, moi je voudrais continuer. J'ai écouté la députée socialiste Georges Paul-Langevin. Elle a dénoncé les échecs de Brice Hortefeux, citant pêle-mêle le rapport Mazo, qui refuse les quotas de l'immigration, le refus des tribunaux d'un appel d'offres plus large qui visait à donner moins d'influence à la CIMAD, qui est la seule organisation admise dans les camps de rétention. Et enfin, la condamnation par la HALT de la loi de 2007 sur l'immigration, jugée, je cite, discriminatoire. Il semble qu'il y ait de plus en plus de voix qui ne sont pas spécialement des associations de gauche ou je ne sais quoi, qui remettent en cause un peu la politique brutale gouvernementale. Parce que là, c'est des faits précis. Le Mazo n'est pas précisément un gauchiste. Un gauchiste. Non. Les tribunaux non plus, et la HALT pas précisément. Alors comment vous expliquez que certaines institutions comme ça commencent à remettre en cause cette politique? Comme la députée socialiste, vous mélangez tout. Mazo, il a... Ça sera à communiquer à Georges Paul-Langevin. Absolument. Mazo, il a refusé les quotas de l'immigration. C'est bien ce que je viens de dire. C'est très exactement ce que j'ai dit. Donc c'est vous qui mélangez. Non. Alors on va laisser finir Éric Zemmour qui n'a pas pris la parole encore. Enfin... J'ai été très sage. Continuez à être sage. Continuez à être sage. Je m'occupe de Dominique Volton. Je m'occupe de Dominique Volton. Occupez-vous de prendre la parole. Ça me gêne pas, moi. Éric Zemmour, allez. Ne faites pas votre mijaurée, comme on dit chez moi. Je ne fais pas ma mijaurée. Donc, le rapport Mazo refusait les quotas de l'immigration. Les quotas, c'est fondamental, mais je suis tout à fait d'accord. Mais non, mais vous pouvez l'arrêter toutes les 5 minutes. Non, Dominique Volton, on va laisser Éric Zemmour s'exprimer. On va laisser s'exprimer. Sauf que les quotas de l'immigration, c'était pour faire rentrer des immigrés. Non. Deuxièmement, je vous rappelle quand même à tous que la politique mise en œuvre par Hortefeux est une politique fondée démocratiquement. C'est-à-dire que le peuple a voté majoritairement pour cette politique. Et Nicolas Sarkozy... On ne connaissait même pas la politique. C'est pas parce qu'on vote pour un président on va laisser finir Éric Zemmour. J'aimerais qu'on ne revienne pas toutes les semaines. Nicolas Sarkozy avait fait de la politique de l'immigration un des faits majeurs de sa campagne et on savait très bien que ça serait un tour de vis à l'entrée de l'immigration. Donc vous pensez que l'opinion ne bascule pas? L'opinion, elle ne bascule pas du tout. Moi, je pense que la moitié de la gauche est là-dessus d'accord avec le gouvernement. C'est un peu ce que disait Dominique Volton quand il parlait de mollesse. Mais c'est normal, c'est les gens qui subissent les conséquences de l'immigration et qui vivent dans les quartiers populaires. Ceux qui ne subissent pas... Il y a beaucoup de gens de gauche au Parti Socialiste qui vivent encore dans les quartiers populaires. Mais qui votent, j'ai dit des électeurs. Deuxièmement, on va laisser finir Éric Zemmour. Deuxièmement, le problème... vous avez tous parlé, là. Éric Zemmour, je devrais avoir le temps de parole. Éric Zemmour, ne jouez pas au... Allez-y. Dépêchez-vous. Deuxièmement, je pense effectivement que les chiffres sont erronés, puisque, comme vous l'avez très bien dit, une bonne partie, ce sont des Roumains, et donc en fait, il n'a pas donc la brutalité de la politique. Pardonnez-moi, c'est un effet d'emphase, puisque en fait... Il n'y a pas de brutalité. Non, il n'y a pas de brutalité, puisqu'il y a juste un mensonge. Exactement. Non, mais Éric Zemmour dit que le gouvernement ment. C'est intéressant. Évidemment. C'est intéressant. Il arrange les chiffres. Il n'a pas fait beaucoup mieux que les prédécesseurs. Allez demander à ceux comment ils écoutez Dominique Volton. Troisièmement, écoutez. Le vrai reproche qu'on devrait faire à... C'est qu'il n'a pas expulsé assez. Absolument, premièrement. Et deuxièmement, beaucoup plus profondément, c'est qu'il ne devait pas être le ministre des expulsions. Il devait être le ministre de l'identité nationale. Et à aucun moment, il n'a cherché
puisque c'était ça son rôle initialement dévolu, il n'a cherché à définir ce qu'était l'identité. C'est-à-dire que vous êtes les seuls naïfs. Il n'a jamais cherché. C'est pas de la naïveté. Je trouve que c'est une certaine naïveté, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens en France qui ont pensé... Ça veut dire que le concept était vide de sens. Pas du tout. Pas du tout. Ou le concept était vide de sens. Il n'y avait absolument aucun programme ministériel pour justifier cette appellation d'identité nationale. Voilà. Alors, on va laisser Éric Zemmour. Non, Dominique Volton. Non, la réponse pas du tout. Je suis désolé. Non. Je vous ai laissé parler sagement. Donc, Éric Zemmour, si je comprends bien, on va vous laisser terminer. Il faut terminer. Ce que vous nous dites, c'est que le gouvernement et le ministre Hortefeux a fait sur l'immigration son quota d'expulsion, mais n'a pas traité la question de l'identité nationale. C'était la question essentielle. Il y a une question essentielle qui est celle de l'identité. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on va y revenir dans le deuxième thème, vous allez voir. Je suis désolé. Allez, Éric Zemmour, mais terminez. Je termine. C'est que Hortefeux lui-même, pour la suite de sa carrière politique, a eu très peur du camp, dira-t-on, médiatique, et que donc il a été fort prudent sur la définition de l'identité nationale, qu'il n'a pas osé. Pour ne pas se brûler les ailes. Exactement. Bon, on comprend. Moi, j'ai une question à poser à Nadir Djenad. Alors que c'était la vraie question, et que moi j'attends toujours, il y a un vrai sujet. C'est le vrai sujet. Je finis simplement. La vraie contradiction, elle est économique. Parce que contrairement à ce que dit Volton, oui, l'immigration enrichit. Non, mais la contradiction de Sarkozy et du gouvernement. Oui, l'immigration enrichit, mais elle enrichit les patrons parce qu'elle permet de faire pression sur les salaires de tout le monde. Pas forcément la nation. Exactement. Et elle a un coût, social, judiciaire, etc. Les écoles, etc. La délinquance, etc. Mais bien sûr, elle a un coût. Attendez. On va pas essayer. Encore des arguments Le Pen. C'est pas des arguments Le Pen, c'est la vérité. C'est des arguments Le Pen, de dire que ça coûte cher. Est-ce que vous voulez avoir la gentillesse, s'il vous plaît? Je ne pensais pas que le débat prendrait ce chemin-là. C'est eux qui nous enrichissent. Les patrons, ils les enrichissent. Est-ce que quelqu'un peut avoir la gentillesse de me laisser faire mon travail? Je finis. Le téléspectateur, depuis 5 minutes, ne comprend rien. Je vous arrête. Je voudrais bien que M. Zemmour arrête, merci. Dominique Volton, le téléspectateur ne comprend rien si on ne laisse pas les gens, quelle que soit la passion... Il faudrait qu'il aille plus vite. Non, quelle que soit la passion et la conviction, il faut laisser les gens s'exprimer, sinon le téléspectateur ne comprend rien au débat. Alors, je finis simplement, ensuite je pose une question à Nadir Djenad. Moi, je laisse finir tout le monde. Je conclus avec la deuxième contradiction, elle est idéologique, c'est que il a fait une campagne avec un discours très assimilationniste à l'ancienne, demandant que les immigrés respectent scrupuleusement les mœurs et la culture française et s'assimilent à la culture française sur la vieille tradition de la Troisième République. Et en même temps, aujourd'hui, il fait la promotion pour la diversité. Cette expression n'est pas innocente. C'est un concept idéologique qui est le multiculturalisme. Et là, il y a une contradiction. Je vais me permettre de vous arrêter. Et d'ailleurs, je vous signale que Madame Veil, dans le deuxième avec la commission de Madame Veil, on l'a pas mis dans les échecs de Sarkozy. Pour moi, c'est le plus important, a refusé la modification de la Constitution pour mettre le mot diversité dans la Constitution. Ça prouve bien que c'est non, c'est le même sujet. Ça prouve bien que c'est contraire à la Constitution française. On a entendu. Nadir Djenad, moi j'ai une question à vous poser. Brice Hortefeux, qui quitte l'immigration, va aux affaires sociales. Et alors il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On retrouve que Monsieur Brice Hortefeux va se retrouver avec qui? Avec Fadel Amara comme secrétaire d'État. C'est pas un peu détonnant comme mélange, ça? Non, écoutez... avec Nadine Morano, ça sera encore plus détonnant, d'après moi. Moi, je ne sais pas trop quoi répondre à votre question. C'est pas une bonne question, alors. C'est que c'est pas une bonne question. Non, mais par contre, non. On va laisser Nadir Djenad s'exprimer quand même. Je pense que par contre, il serait intéressant de répondre à ce que vient de dire Éric, mais je vais essayer d'être bref. Tout d'abord, Brice Hortefeux a beaucoup communiqué et il a essayé, durant son passage au ministère, de faire exister en fait ce ministère de l'identité nationale qui était décrié dès le début. Alors, il a passé son temps, il est vrai, à essayer d'expliquer, alors que c'est vrai que c'était une promesse de campagne du candidat Nicolas Sarkozy. Donc c'était une coquille. Très indulgent avec deuxième chose. Non, pas deuxième chose. Lui, trouve qu'il n'a pas été assez sévère. Non, ce que je veux dire, qu'il a passé son temps à communiquer justement, à essayer d'expliquer. Et au départ, c'est vrai que c'était un concept assez flou, ministère de l'identité et de l'immigration et de l'identité nationale. Et donc il a passé son temps à essayer d'expliquer. Un peu le ministère de l'immigration. Deuxième
nationale. Deuxième chose. C'est devenu le ministère des expulsions. Bah voilà. C'est très réducteur. Et on s'arrête une seconde. C'est Éric Zemmour qui vient de dire c'était devenu le ministère des expulsions. Deuxième chose. Moi, je lui reproche aussi. Deuxième chose. Je l'ai dit au début. Ce serait bien. On a encore le temps pour les bonnes résolutions de janvier. Oui, je pense que l'une des bonnes résolutions, c'est qu'on parle de l'immigration sans qu'on s'emporte. Bref, qu'on s'emporte. Alors deuxième chose, je l'ai dit au début, il est normal que la France contrôle les flux migratoires sur son sol, mais la politique qui a été mise en place, il y a eu des dérapages. Il est clair qu'il y a eu des dérapages. Toutes les associations comme la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, qui sont quand même des associations sérieuses, qui ne disent pas n'importe quoi et qui savent de quoi elles parlent, le disent. Par exemple, il y a eu un aspect, ces associations établissent un lien de cause à effet entre les reconduites à la frontière et la hausse des contrôles aux faciès. Et les syndicats de policiers le disent, les syndicats de même les syndicats de policiers. Comment voulez-vous les arrêter? C'est inévitable. Est-ce qu'on peut laisser, est-ce que parmi les bonnes résolutions, s'il vous plaît, soyez assez gentils, est-ce que parmi les bonnes résolutions, on pourrait laisser chacun finir? Cette fois, Dominique Volton, vous n'avez même pas l'excuse que c'est Éric Zemmour qui s'exprime, c'est Nadir Djenad. Merci de laisser Nadir s'exprimer. Laissez-moi parler, je vais faire comme Zemmour, laissez-moi parler. Laissez Nadir terminer. C'est une question sérieuse et il faut qu'on... Voilà, exactement. C'est la prime au faciès. Il nous reste à peine 3 minutes de prévu sur ce débat, donc laissez Nadir s'exprimer. Troisième point, le Conseil de l'Europe a épinglé la France sur cette politique et je terminerai là-dessus. C'est vrai qu'il faut qu'on arrête avec cette image de l'immigré source de menace. Il faut quand même essayer de se mettre du point de vue de l'immigré qui quitte son pays. Qui quitte son pays, qui arrive en France. L'immigration n'est pas quelque chose de vécu d'une manière sereine par les immigrés. Il faut bien qu'on le sache. L'immigration n'est pas un péril. Exactement. Francis Laloupeau, moi je voudrais qu'on change un peu. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, je ne veux pas couper tous les débats, mais ce débat on l'a eu longtemps et souvent. Donc j'avais posé des questions précises et j'en ai encore une très précise, Francis, pour vous. Au détour du remaniement ministériel, on s'aperçoit que Brice Hortefeux est remplacé au ministère de l'Immigration par Éric Besson. Oui. Alors Éric Besson, c'est pas la peine, hein. À gauche on l'appelle Yago, François Hollande l'appelle le traître. Donc bon, Éric Besson était socialiste il y a pas très longtemps, il est devenu sarkozyste, c'est son choix, je n'ai pas à le juger ici, mais est-ce que quelque part cette décision de Nicolas Sarkozy, pour vous c'est une décision astucieuse, provocatrice, intelligente? Perverse, comme tout le monde l'a dit. Alors on va perverse, dit Dominique Volton. Vous, Francis? C'est la dernière mauvaise blague de l'Élysée, mais je pense que dans cette blague, il y a... comment dire, Monsieur Besson est parfaitement consentant. D'abord, vous avez dit dans votre question, entre adultes consentants, dans votre question, vous parlez d'un ex-socialiste. Donc Monsieur Besson n'est pas socialiste. Ça, maintenant, c'est évident. Oui, puisqu'il va se retrouver bientôt, d'ailleurs, à la direction, enfin, dans le bureau de direction de l'UMP. Alors, je vais poser ma question autrement pour pas trop personnaliser. Mettre quelqu'un qui vient de la gauche. Mettre quelqu'un qui vient de la gauche à un ministère qui a pour but de faire une politique d'immigration, est-ce que c'est astucieux, habile, intelligent, provocateur? Dominique Volton? Vous parlez de quelqu'un qui vient de la gauche, quelqu'un qui a été à gauche, qui n'est plus à gauche. Une culture, oui, mais quelle culture, une histoire. Quelle culture? Je pense que les revirements de M. Besson ne sont plus, je veux dire, à démontrer. Donc c'est un parcours logique. Un jour, peut-être que M. Besson fera son propre bilan, à la fois politique, psychologique, voire psychanalytique. Bon, message envoyé, pas très gentil, auprès d'Éric Besson. Dominique Volton, on essaie de presser un peu le mouvement. Éric Zemmour, j'aimerais bien qu'il s'exprime aussi là-dessus. Et qu'on n'interrompe pas, je le dis avant. Premièrement, qu'on ne m'interrompe pas, je serais content, oui. Premièrement, c'est des mécaniques perverses, comme il y en a tout le temps. C'est nul, ça ne servira à rien. Si Besson veut faire ça, manger le chapeau, ce qu'on booste son problème, c'est pas le nôtre. Maintenant, vous ne pensez pas qu'il peut être utile à ce poste avec son histoire? Non, pour une raison très simple, c'est que... Non, mais c'est une question... Moi, je vais répondre plus généralement. Les chefs d'État, dans notre république monarchique, n'ont cessé de faire des coups comme ça, Mitterrand, etc. Ça ne sert jamais à rien de prendre 3 gars de la société civile ou 3 gars qui revirent droite-gauche ou gauche-droite et de penser que ça va avoir un effet politique. Ça intéresse 50 journalistes qui vivent là-dedans, 200 politiques qui sont concurrents les uns avec les autres, et la société... Je vous rassure, je ne connais même pas Éric Besson personnellement. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que, en dehors du coup pervers qui consiste à faire faire à un ancien gars de gauche un visage effrayant sur la politique d'immigration, ça ne servira à rien. Et donc, par conséquent, la question de fond... À la question que j'ai posée, vous avez répondu. Sauf que
la question est intéressante et ça traduit quelque chose qui est important. Je vous remercie de trouver ma question intéressante. Non, ça veut dire que le monde politique est totalement enfermé dans lui-même. C'est 3000 personnes qui tournent entre elles. Qui sont autistes. Et qui sont des cons comme ça, Éric en Zemmour. supposant que ça a des symboles politiques. Éric Zemmour, ça, c'est pas un pour symbole vous, politique. la nomination d'Éric Besson, ça peut être positif pour ce ministère ou c'est juste un coup politique qui ne sert à rien de plus, comme dit Dominique Volton? Ni l'un ni l'autre. Moi, je pense que si la gauche, et les socialistes en particulier, continuent de laisser à Sarkozy le terrain de l'immigration, de la nation, de l'identité nationale, Sarkozy est peinard pour son deuxième mandat malgré la crise. Bon. Eh ben, on va en finir pareil. S'il vous plaît, Jean-Marc. Un petit mot, Francis, mais vite. Juste un petit mot. Parce que Eric parlait tout à l'heure, justement, je pense qu'il soulignait une question importante sur l'identité nationale. Vous me posez la question au départ de cette émission, quel est le bilan de Brice Hortefeux? On notera quand même que Brice Hortefeux aura donc séjourné à la tête de ce ministère et qu'à la fin, disons, de sa mission, enfin maintenant qu'il part à un autre ministère, il n'aura jamais défini ce qu'est l'identité nationale. C'est une régression. Cela revient. Non, mais on n'a pas la même conclusion, Eric. Oui. Cela revient à la question que nous nous posions ici même autour de cette table quand ce ministère donc a été instauré, c'est de savoir quel en était le contenu et quels en étaient les aboutissants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi ou qu'il n'a pas osé le définir. Si vous voulez me laisser, si vous voulez laisser la parole un instant, vous allez voir pourquoi je demande ça, Francis Taloup. Pour revenir à Besson, c'est pour savoir si Besson va garder cette appellation ou pas. Est-ce qu'il va lui essayer de le définir? Est-ce que c'est à lui? On est d'accord. Bon, alors, on va continuer parce que vous parlez d'identité nationale. C'était cette semaine à Nîmes, je crois au Carré d'Art, Nicolas Sarkozy s'est exprimé au sujet de la culture. Je vais citer ces phrases. En ces temps de crise, les Français ont besoin d'une identité forte. Et la culture est l'un des moyens pour y parvenir, a-t-il déclaré. Et de décider la création d'un musée de l'histoire de France dans un lieu symbolique. Ça doit être une idée qui vous plaît, Éric Zemmour, non? Pourquoi pas? Moi, je suis toujours favorable à ce qu'on apprenne l'histoire de France à tous les Français. Déjà, l'école, normalement, c'est fait pour ça. Pas besoin d'un musée pour ça. Je sais pas où il va le mettre parce qu'on a déjà les Invalides, etc. On parle des Invalides, justement. Les Invalides, il y a déjà le musée de l'armée qui est magnifique, où j'ai emmené mes enfants, qui est superbe. On va faire une baïonnette à la fin de... c'est superbe. Vous me moquez pas, c'est un musée magnifique. C'est toute l'histoire de France qui défile. Pas de publicité. Ça fait rien, je fais quand même de la publicité. Mais c'est public, les Invalides. Donc, bon. Donc, effectivement, qu'est-ce que c'est être français? Être français, c'est justement faire sienne l'histoire de France. C'est se sentir français, c'est-à-dire c'est souffrir à l'idée des défaites françaises du passé. C'est devenir français. C'est nos ancêtres les Gaulois, même si c'est ridicule. Et en même temps, ça veut dire adopter l'histoire de France. Même si c'est ridicule, c'est à vous reconnaître qu'il y a une certaine distance. Non, mais parce que c'est ridicule. Ça a été... Voilà, merci Francis. Ça a été ridiculisé. Ça n'a même jamais été enseigné dans les colonies. Mais oui, bien sûr. Et donc je ne trouve pas ça ridicule. Voilà. Je connais des Antillais d'un certain âge qui disent que si. Jean-Marc, au fond, les Antilles. La question, c'est que quand vous faites le lien entre cette question que vous voulez poser et le thème précédent, c'est là où il y a le problème. C'est que quand on parle de l'identité française, de l'identité d'un pays, il n'y a absolument aucun souci. Je veux dire, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et que le problème qui s'est posé à nous ici, notamment autour de cette table, ça a été de faire cette relation un peu malséante, un peu gênante entre immigration et identité nationale, parce qu'on avait le sentiment, quand ce ministère a été instauré, que cette relation amenait, je dis inconsciemment, la population à penser que l'immigration constituait une menace pour l'identité nationale. Voilà. Arrêtez cette hypocrisie. C'est bien là le problème. La population française le pense. Justement, parce qu'on a renoncé. Mais si. Éric Zemmour, si vous voulez bien être un peu discipliné. Nadia Djenab. Le rôle du politique, c'est d'être pédagogue aussi. Vous aussi, vous y mettez? Il faut être pédagogue de l'autre côté. Francis, vous aussi? Excusez-moi, Jean-Marc. T'es quoi, mi filis, comme disait un certain latin. Nadia Djenab, si dans son discours, le chef de l'État a bien évoqué la diversité, il a prononcé le mot, aucune mesure spécifique n'est venue écairer son propos. Alors, pourquoi, d'après vous? On va laisser Nadia Djenab s'exprimer. Laissez-moi faire mon travail. Il a parlé de la culture comme facteur d'ouverture, de diversité, mais aussi d'identité, mais il s'adressait aux représentants du monde culturel, donc il ne fallait pas s'attendre à des annonces de mesures, je pense.
Non. Sur la diversité culturelle, il y aurait peut-être des choses à faire. Il a bien lancé la musée pour l'identité française. Oui. Il aurait peut-être pu. Par contre, je sais pas. Par contre, moi, Mais la question c'est le mot, rien, aucune mesure spécifique. La question de l'histoire du musée de France, moi, m'inspire deux choses. D'une part, quand j'entends les représentants du monde culturel, ils disent que les responsables politiques préfèrent ouvrir de nouveaux musées au lieu de restaurer les anciens. C'est pas faux. Hein, donc voilà, et que les chefs d'État aiment bien avoir, vous savez, on va dire une trace. Voilà, chacun a son. On a eu chacun son exemples. Musée, Le dernier, Jacques Chirac, Branly pour Jacques Chirac. Par contre, le musée de l'histoire de France, d'abord tous les musés sont historiques. Exactement. Tous les musées sont historiques. Exactement. Et je suis d'accord. Le château de Versailles, c'est une partie de l'histoire de France. C'est un musée de l'histoire de France. Exactement. Ça a été conçu comme ça par Louis-Philippe d'ailleurs. Bien sûr. Et j'aimerais bien savoir ce qu'on va mettre dedans. De quoi va-t-on parler? Et on a parlé également autour de cette table des relations, en fait, de la manière dont les hommes politiques conçoivent l'histoire. Et j'aimerais pas que ce soit un musée, par exemple, d'une certaine histoire, d'une histoire officielle, par exemple. Bon, disons clairement les choses, d'une histoire blanche, pour dire les choses avec provocation. Mais pourquoi? C'est un pays blanc, arrêtez. Non, mais je pose la question. Je ne me permets pas. Dominique Volton, je pose la question à Nadir. J'aimerais bien qu'à chaque fois qu'un mot est prononcé, C'est un pays européen. vous aviez pris il y a une minute de bonne résolution, c'est laisser parler Nadir. Est-ce que vous pourriez continuer? Mais on peut tout faire. Nadir, allez-y. Nadir, allez-y. Il ne faudrait pas que ce soit, un musée de S'il vous l'histoire. plaît. Il ne faudrait pas que ce Nadir soit Djenad. un musée. Il faut qu'il y ait une réflexion. Mais cette réflexion va avoir lieu, je pense, si ce musée va être inauguré ou institué dans quelques années. Il ne faudrait pas que ce soit un musée d'une histoire officielle. C'est ça ce que je veux dire. Une histoire, en fait. Une histoire qui fasse, par exemple, l'impasse, par exemple, sur la colonisation ou sur les crimes qui ont été commis dans le passé. Monsieur Sarkozy. Alors, on va Francis Laloupo, un petit mot. Ensuite, j'ai une question à poser à Dominique Volton. On peut faire gagner du temps à Monsieur Sarkozy. Je dirais que cette préoccupation de créer un musée de l'histoire de France est tout à fait légitime. Mais on peut lui dire simplement que l'ensemble des musées de France constitue la mémoire collective de la France et que cela est tout à fait suffisant, non? Oui, bien sûr. Bon, Francis Laloupo. Alors moi, Dominique Volton, j'ai une question à vous poser pour avancer un peu dans le débat. Dans ce discours, Nicolas Sarkozy a évoqué, il a même affirmé qu'il y aurait la mise en place d'un conseil pour la création artistique animé par Marine Karmitz, mais présidé par Nicolas Sarkozy, par le chef de l'État lui-même. Alors, pour vous, c'est une preuve d'intérêt pour la création artistique, pour l'art, ou une mise sous tutelle? On va prendre la thèse optimiste. C'est pas une mise sous tutelle, c'est un débordement de compétences. C'est-à-dire que c'est pas au chef de l'État de présider une commission sur la culture. Il a quand même pris la précaution de la faire permettez. animer par Marine Karmitz. Je voudrais quand même dire plusieurs choses. Premièrement, sur le fond de l'affaire, on est un pays dans lequel il n'y a aucune menace sur la question de l'identité culturelle. Parce qu'il suffit de sortir de chez nous, de s'apercevoir qu'en Europe, vous avez des débats très violents, en Espagne, en Allemagne, etc. On est un pays dans lequel il n'y a pas de débat. On a eu des moments. Bon, on est un pays qui s'est ouvert progressivement à d'autres couleurs, à d'autres dimensions multiculturelles, ça se fait plutôt bien, contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens qui sont affolés, mais il n'y a pas d'angoisse sur l'identité culturelle française. Donc c'est un pays, d'ailleurs, parenthèse, je vous signale, si la France est le seul pays qui fasse autant d'enfants, ça veut dire qu'il y a une espèce de confiance dans ce pays, dans ses différentes composantes, parce que la démographie, c'est en définitive le seul indicateur d'un pays sur l'avenir. Alors je reviens sur l'affaire. La démographie, c'est fondamental, mais c'est pas... Bon, non, on va essayer d'éviter les provocations des uns et des autres. Pardonnez-moi, alors là. Éric Zemmour, on va laisser Dominique Volton. Est-ce que vous pourriez finir votre idée? Mais je voudrais quand même dire que c'est pas parce qu'il y a un mot qui sort que c'est le même raisonnement. Alors, Dominique Volton, je reviens sur votre idée. Je trouve incroyable. Mais c'est pour ça que je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter à s'imaginer qu'il peut gérer toute la totalité de la société, le président de la République. Vous parlez du président de la République, là. C'est-à-dire que là, il va nommer sur l'audiovisuel. Il fait sa politique de la justice. Il fait maintenant sa politique de la culture. Vous êtes en train de nous dire qui trop embrasse mal étreint. Mais c'est même pas ça. C'est une évidence absolue. La moindre des choses, c'est la modestie. On n'est pas compétent sur tout. Chez le pouvoir politique, ça consiste pas parce que vous êtes élu pour 5 ans à vous penser que vous pouvez faire tout et tout changer. En plus, il y a un ministre qui existe, qui est quand même membre d'un gouvernement. Madame Christine Albanel, elle a dû être contente de recevoir l'information. Comme elle avait été contente d'apprendre qu'il fallait ne pas donner la publicité. Mais tout ça, c'est du détail politicien. Ce qui me glace. Ce qui me glace d'effroi, c'est un homme, quel qu'il soit, qui s'imagine qu'il peut prendre, commander, décider de tout. Autant de choses mais à la le fois. roi Soleil n'a même pas eu cette carte d'idée. Donc si vous voulez, on c'est un régime qui était non démocratique. J'ajoute que consistant à dire, puisque je fais une commission, ça va assouplir le système, ça ne va rien assouplir du tout, ça va l'encombrer. Donc pour moi, que l'homme politique, un président quel qu'il soit... Donc ce conseil pour la création artistique, pour vous, il n'a aucun intérêt. Si je comprends bien ce que vous dites. Mais c'est pas ça. C'est pas une question d'intérêt ou pas. C'est d'un point de vue théorique. Je ne comprends pas qu'un président de la République considère qu'il puisse avoir la légalité, la légitimité
de faire ça. Mais vous auriez dit la même chose pour Chirac, Mitterrand, Giscard. Vous permettez. C'est la Cinquième République que vous remettez en cause. Vous avez le droit d'ailleurs, mais. Non, mais il se trouve simplement, Éric Zemmour, que peut-être que ces autres présidents n'ont pas fait ça. Et je vous donne un autre exemple. Cela étant dit, je vous donne un autre exemple. S'il vous plaît. Et on finira là. Je vous donne un autre exemple qui va de débordement sans limite. Quand le président a convoqué les États généraux de la presse à l'Élysée, mais je ne comprends même pas, dans une démocratie pluraliste, que le président de la République dise « je voudrais que la presse travaille entre elle très bien », mais qui convoque tous les patrons de presse à l'Élysée, que tout le monde y aille, mais nous sommes dans une situation qui est complètement hors de... Bon, on a compris votre point de vue. Mais c'est grave, moi, ce que je vois, c'est qu'on s'accumule. revienne quand même. Parce que, au travers d'un discours et d'initiatives sur l'art, il me semble, à l'écoute de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, que on est revenu à une certaine définition, quelque part, au moins en partie, de ce que vous nommiez l'identité nationale tout à l'heure. Parce que quand Nicolas Sarkozy, dans ses discours, évoque le fait qu'on n'est peut-être pas allé assez loin dans la défense du patrimoine, qu'on va y consacrer beaucoup d'argent, pour les abbayes, pour les églises, s'il vous plaît. Dominique Volto, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de vous discipliner? Est-ce que vous pouvez me laisser poser ma question? Merci. Quand il fait dans son discours ce rappel au patrimoine, quand je le dis, il évoque la diversité, mais ne propose aucune mesure spécifique. Est-ce qu'on n'a pas qui se dessine en creux une politique artistique, une politique culturelle d'une identité nationale? Éric Zemmour. On a déjà fait ça. Non, mais je pose la question à Éric Zemmour. Merci Dominique Volton. Depuis, je lisais un livre sur le Moyen-Âge, et depuis, en fait, les Francs, c'est une constante française. Pas seulement que... française, de tous les pouvoirs politiques. Laissez-moi finir, vous savez même pas la fin de ma phrase. C'est vraiment, là, ça devient vraiment pas facile pour les téléspectateurs et même pour moi. C'est une si chacun pouvait c'est une constante française que d'avoir essayé d'assimiler les gens qui étaient là, c'est-à-dire les tribus franques, les Ligures, c'est déjà la diversité, par les éléments de patrimoine romain. C'est-à-dire les. Est-ce que c'est bien ce que fait le monsieur chef de l'État aujourd'hui? C'est ça la question. C'est une tradition française depuis 2000 ans. Les ponts, les amphithéâtres, et on a assimilé comme ça à Rome. C'est pour ça que la France est un pays de culture gréco-romaine, d'abord avant tout, depuis toujours. Et la diversité, elle a toujours existé. C'est le propre français, c'est-à-dire qu'entre les Ibères, les Ligures et les Francs et les Celtes, il y avait rien, il y avait aucun. Après, mais oui, justement, ils se sont intégrés par la culture romaine. Mais ça a changé. Attendez, ce que je veux dire. Si on peut éviter un cours d'histoire à l'accéléré, moi j'aimerais qu'on réponde à la question simple. Est-ce que Nicolas Sarkozy... Alors, allons-y. J'ai répondu à la question, si vous devinez ce que je dis, c'est que justement, Sarkozy et Henri Guénaud, qui écrit les discours, ont bien vu la carence d'Hortefeux à ce ministère, qu'il a été incapable de définir, il n'a pas osé ni pu définir une identité nationale, et donc c'est l'Élysée et Henri Guénaud en l'occurrence, et donc Sarkozy, qui essayent de définir par ça, selon la grande tradition française, c'est-à-dire d'assimiler les gens par la culture française et par les éléments de la culture française, parce que vous le vouliez ou non, les Français ont une frayeur face à l'identité nationale. Ils pensent que les nouveaux immigrés acceptent moins de s'imposer. On n'est pas d'accord sur le constat, on comprend bien. C'est ce que disait Le Pen pendant 25 ans. Qu'ils veulent vivre comme au pays, sur le territoire français, et que ça pose de vrais problèmes. On a compris ce qu'il voulait dire. Dominique Volton, très vite. C'est une contradiction qui est intéressante. Simultanément, on finit sur ce point. Vous avez mis deux sujets. L'immigration, donc on expulse toutes les identités, parce que, parlons pas d'expulsion, mais parlons de ce que représente l'immigré d'autres cultures. Donc d'un côté, on expulse totalement tout ce qui est dans la mondialisation et la diversité culturelle, parce qu'on est dans un monde ouvert où tout circule. Et de l'autre côté, vous avez le président de la République qui dit qu'il faut renforcer l'identité culturelle française. Mais cette identité culturelle française, elle est notamment liée à tous ceux qui viennent expulser. Donc c'est une histoire de fou. Le monde ouvert d'aujourd'hui, c'est pas seulement les Ligures et les Romains du XIIe ou du XVIIIe siècle. C'est un tout petit peu plus compliqué l'identité culturelle aujourd'hui. Je m'excuse, parce que ça, chacun son domaine de compétence. Chacun son domaine de compétence là-dessus. La culture aujourd'hui, elle est composite dans tous les pays, et tous les pays européens riches en l'ont. Et donc, par conséquent, on ne peut pas à la fois. Non, la France, je répète. On va laisser finir. Je répète, la France est un des pays dans lequel il y a le moins de crise identitaire, contrairement à l'Allemagne. C'est pas vrai. En tout cas, je crois que c'est un constat sur lequel vous ne mettrez pas d'accord aujourd'hui. On a une tradition universaliste.
qui consiste en fait à faire intégrer et à faire cohabiter les éléments. Dans le cadre de la mondialisation, qui a tout changé depuis à peu près un siècle, on est obligé de tenir compte des autres. Donc il y a un paradoxe incroyable qui consiste à expulser du territoire tous ceux qui représentent d'autres identités culturelles et à s'imaginer qu'on va refonder l'identité culturelle française entre des petits blancs du territoire français. Et les Outre-mer, je rappelle, les 10 collectivités territoriales Outre-mer qui sont sur les 5 océans, vous devriez un peu apprendre votre géographie, ce ne sont pas des blancs et ils sont français comme les autres. Alors, on va arrêter là, Francis, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Un mot, Francis, parce que vous me le demandez gentiment, mais très court. Il nous reste 13 minutes d'émission pour dire la vérité. Je voulais juste relever à titre d'information qu'on vient de faire un débat sur l'identité nationale, donc on n'a toujours pas défini très bien ce que cela signifie dans le programme gouvernemental en tant que tel, surtout dans le programme d'un ministère. Ça vous avez raison. Mais c'est pas mais la même question, mais je vais dire que c'est une forme, de récurrence un peu dans la méthode du gouvernement actuel, puisqu'on a eu la même interrogation, la même difficulté pour définir ce que le président avait annoncé il y a un an comme la politique de civilisation. C'était aussi la même chose. Il semble, pour l'instant, il faut faire attention au discours. Merci Francis. Voilà un mot consensuel pour la fin. C'est pas facile sur ce sujet. On va changer de continent. On va aller en Amérique et notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis. Cette semaine, Hillary Clinton, qui est la future secrétaire d'État d'Obama, c'est-à-dire la ministre des Affaires étrangères des États-Unis, a fait un discours où elle a affirmé un certain nombre de principes. Elle a dit notamment, si je m'en souviens bien, la puissance américaine a laissé à désirer, mais reste désirée. Alors moi, j'ai envie de savoir si ce constat, vous pouvez le partager, Nadir, Djenad. Oui, alors... Parce qu'en gros, ce qu'elle dit, c'est que la puissance américaine reste une grande puissance. Que sa politique, celle de Bush, n'était pas bonne, mais que ça reste une grande puissance. Mais elle a aussi dit que l'Amérique seule ne pouvait pas résoudre les problèmes du monde. Donc voilà, on réaffirme que l'Amérique est une grande puissance, mais qu'on ne peut pas résoudre les grands problèmes sans les autres, et notamment sans les partenaires que sont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Sur ce qu'a dit Hillary Clinton, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je pense que ceux qui s'attendaient vraiment à ce qu'elle développe sa politique sont restés sur leur faim. Elle est restée sur des principes généraux, comme par exemple le nouveau moment américain. Bon, c'est une belle phrase, mais en tout cas, on espère que ce nouveau moment américain marquera la fin de la guerre contre le terrorisme, selon George Bush, que ce sera la fin de Guantanamo, que ce sera la fin d'Abu Ghraib, bref, de tous les dérapages de cette administration. Dans quelques jours, il y a l'investiture d'Obama, et finalement, elle a dessiné à grands traits ce que l'équipe Obama pourrait être amenée à faire, ou à défaire. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, elle a réaffirmé, bien entendu, de resserrer les liens avec les principaux partenaires, la France, l'Europe d'une manière générale. Sur le conflit israélo-palestinien, elle était obligée d'affirmer que les États-Unis allaient s'engager, à cause de Gaza. Allaient s'engager à cause de Gaza. Hillary Clinton a affirmé qu'il était hors de question de discuter avec le Hamas. Concernant l'Iran, il y a peut-être une nouveauté parce qu'Hillary Clinton, je me rappelle, je l'avais dit ici, Hillary Clinton était plutôt partisane d'une ligne dure vis-à-vis de Téhéran et notamment même d'une option militaire. Là, elle a quand même affirmé qu'il fallait discuter avec Téhéran. C'est la fameuse, vous savez... Elle a prononcé le mot dialogue, me semble-t-il. Dialogue, c'est la fameuse notion de politique de la carotte et du bâton qu'avait employé Barack Obama en septembre. Barack Obama. On voit bien. Bon, moi j'ai envie. Là, on peut le dire aux téléspectateurs. On est à un moment où nous ne savons pas, au moment où nous enregistrons cette émission, s'il y aura une trêve rapide dans l'offensive israélienne à Gaza. Alors, Éric Zemmour, j'ai un peu envie de vous poser la question. De toute façon, trêve ou pas trêve, Barack Obama est investi mardi prochain. Il va trouver devant lui, en matière internationale, un problème énorme. Parce qu'avec ce qui vient de se passer, quelle que soit la situation concrète, le jour de son investiture, il va bien falloir que les États-Unis agissent entre Israël et la Palestine et les Palestiniens. Non, c'est pas votre avis? Écoutez, ils peuvent laisser perdurer cette situation? Moi, je pense qu'Obama, comme avait commencé Bush d'ailleurs, me semble-t-il, les Américains, il faut que les Américains apprennent à considérer et d'ailleurs nous-mêmes, les Européens, etc., peut-être donner un peu moins d'importance au conflit entre Israël et les Palestiniens. C'est pas
le cœur du monde, c'est pas le centre de l'humanité. C'est une guerre comme il y en a beaucoup. Sauf qu'il y a des répercussions dans de nombreux pays. Il y a des répercussions médiatiques. Oui, ah non, mais ça c'est autre chose. Il y a des répercussions. On le voit dans de nombreux pays. Il existe aux États-Unis, par exemple. Ça, bien sûr. Je suis content les Palestiniens de vous entendre. C'est une guerre ancienne. Non, mais attendez, une guerre très ancienne. On va laisser. J'ai moi-même. C'est une guerre très ancienne, mais qui se réduit aujourd'hui parce qu'à l'époque, les 50 ans, c'était une guerre d'Israël contre tous les pays arabes. Aujourd'hui, les pays arabes ne font plus la guerre à Israël, même quand les Palestiniens sont bombardés. Confrontation entre tous les pays arabes et Israël. Donc, je vous l'ai dit. Ils ont envoyé des troupes en Algérie. Éric Zemmour, d'habitude, vous êtes assez précis, qu'on soit d'accord avec vous. Là, j'ai du mal à comprendre la réponse à ma question qui était que vont faire ou que peuvent faire. Moi, je pense qu'ils vont pas les nouvelles équipes d'Obama avec l'État d'Israël et l'offensive. C'était ma façon de répondre. Je pense qu'ils ne vont pas faire grand-chose, qu'on va continuer comme ça, que les Israéliens sont sous pression un peu, ils essayent d'aller au maximum tant qu'ils peuvent résister à la pression internationale pour le cessez-le-feu, qu'il y a une négociation entre le Hamas manifestement pour essayer. Bon, voilà. Et donc les Américains les États-Unis vont faire quoi? Eh ben ils vont faire comme les autres, c'est-à-dire qu'ils vont faire un peu pression, voilà. Et en même temps permettre à l'armée israélienne de finir le travail qu'elle veut finir. Qu'elle a commencé. Voilà. Dominique Volton voulait la parole. Il nous reste 7 minutes d'émission. Donc je demande à tout le monde d'être un peu rapide. Sur Obama, par rapport aux relations internationales notamment, il y a deux hypothèses. Soit l'homme fait franchement des changements radicaux. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a une telle attente dans le monde à l'égard de changement qu'il y aura une espèce d'adhésion. Bon, c'est la thèse optimiste que tout le monde rêve, c'est-à-dire un changement, plus d'humanité, plus d'ouverture, plus de tolérance, plus de respect des autres cultures, des autres peuples. Ça vous paraît le plus probable? Why not? Mais si par hasard, c'est pas ce qui se passe, et qu'on revient à la réelle politique très simple, et que finalement, M. Obama, blanc, jaune ou vert, soutenir l'État d'Israël, selon voilà. la politique Et on traditionnelle. retrouve la réelle politique finalement classique des États-Unis, défendant leurs intérêts. C'est un peu la thèse de Madame Clinton. Et moi, du coup, ce qui m'intéresse, si c'est par malheur la deuxième thèse, c'est comment va-t-on gérer, parce que là, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, comment va-t-on gérer le fait que des millions d'hommes, ou quasiment des milliards, ont adhéré à cet homme pour y voir le changement. Et c'est la première fois qu'on voit. C'est pas eux les électeurs, quand même. Non, ce sont les Américains. Attendez, moi je travaille sur la mondialisation, la communication politique, des questions qui sont hors du compte. Donc je pose une question de chercheur. Oui. Je ne sais pas comment des milliards d'hommes qui ont investi, qui ont cru, qui ont rêvé, vont faire peser ou pas peser, et quelles vont être la conséquence sur un homme, si jamais il prend le deuxième cas de figure, c'est qu'un Américain qui défend les intérêts de l'Amérique avec la tradition américaine, je ne sais pas, parce que ça ne s'est jamais vu. Et donc par conséquent, de toute façon... Point d'interrogation. Bien sûr, et de toute façon, on ne peut pas dire, parce que les pessimistes disent de toute façon, Obama, il ne va faire que ce que font les intérêts américains. Oui. Même si on prend cette hypothèse, on ne sera jamais dans un cas classique parce qu'il n'y a jamais eu une élection où des milliards d'hommes et de femmes attendent autant, de toutes les couleurs de peau. Et donc, par conséquent, on est dans une situation totalement inédite. Il y a une différence. J'ai envie de dire, et j'ai envie de dire que si par malheur la tradition, si par malheur l'empire américain se reconstitue autour normalement de M. Obama, j'ai envie de leur dire attention à l'immense déception qu'il y aura derrière, parce qu'il n'y aura plus de comeback. Francis et ensuite Éric Zemmour. Francis, vite, il nous reste 4 minutes. Je crois qu'il ne faut pas faire peser sur les épaules de M. Obama le sort et l'avenir du monde. M. Obama n'est pas un magicien, il ne faut pas réclamer de lui plus de vertu. Une crise interne importante à régler, une crise économique et sociale interne aux États-Unis, qui va être sa priorité. Et puis, je veux dire qu'il ne faut pas lui demander, c'est pas un messie, je veux dire, il ne faut pas lui demander plus de vertu qu'on en a demandé à d'autres. Il fera ce qu'il pourra. Mais on a déjà quelques indications sur ce que pourrait être une nouvelle diplomatie américaine. Le discours de Hillary Clinton est très intéressant de ce point de vue. Je veux dire que dans un discours où on parle de la restauration d'un monde multipolaire, dans un discours où on parle d'un monde plus interdépendant, dans un discours où on sent poindre le retour du politique, le retour de la politique en tant que telle, c'est-à-dire la diplomatie remplace le militaire. J'ai presque envie de citer Mao Zedong qui disait la politique c'est la guerre sans effusion de sang. Nous avons quand même, nous éloignons par d'autres moyens. Politique par d'autres moyens. Non, mais il dit par ailleurs que la guerre c'est la politique avec effusion de sang. Bon, alors on est loin quand même de la lutte du bien contre le mal, je veux dire de M. Clinton et surtout de cette politique qui ne prenait pas en compte la
qui ne prend pas en compte l'association avec la politique américaine des autres pays, notamment avec l'Europe. Donc, dès lors que les États-Unis vont associer d'autres pays, vont associer l'Europe notamment à la prise de décision, déjà, nous avons un changement de méthode, un changement de culture politique. Donc, il s'agira plus simplement, il ne s'agira plus simplement de la responsabilité unique de M. Obama, il s'agira d'une responsabilité partagée, collective, et c'est un changement important. C'est un changement tout à fait important, parce que la politique de Clinton n'était pas celle de Éric Zemmour. Allez-y. Ah, mais je vais très très vite. Quand j'ai entendu Hillary Clinton, quand j'ai lu Hillary Clinton, j'ai retrouvé exactement l'habileté de Bill Clinton à habiller les intérêts américains dans un discours mondialement correct. Contrairement mondialement à Bush, acceptable. Non, politiquement correct mondialement. C'est ce que vous dites souvent, mais c'est pas ça. On va laisser finir. Si moi je pense que c'est pas de la posture, c'est de la stratégie médiatique, c'est pas de la posture. Et je trouve ça qui produisait des effets particulièrement spécifiques. Francis, vous n'allez pas vous y mettre aussi. J'ai déjà Dominique Volton sur le dos. Je voudrais dire simplement. Déjà Dominique Volton sur le dos. Est-ce qu'Éric Zemmour peut terminer? Je voudrais dire simplement que la question qu'a posée Dominique. Je voudrais dire que la question qu'a posée Dominique est très intéressante, parce qu'effectivement, il va y avoir un décalage entre l'espoir avec la mondialisation de la communication et avec le souverainisme américain. Et ça, c'est vraiment une question passionnante. Les Américains et les élites américaines, manifestement, se servent d'Obama pour faire une opération de com dans le monde et pour rendre, comme elle a dit, l'Amérique désirable, en fait. Voilà. Mais en fait, c'est évidemment pour défendre mieux les intérêts américains. Mais évidemment, aucun pays au monde ne lèvera un gouvernement pour qu'il ne défende pas ses intérêts. C'est pas un reproche que je fais aux Américains. Mais c'est tout à fait, c'est une évidence. Mais tout à fait que c'est légitime. Il semble pourtant, j'ai une dernière question, Éric Zemmour, parce que je crois qu'on a compris. Nadir, il y a un point sur lequel, semble-t-il tout de moins, le gouvernement américain a avancé, c'est l'histoire climatique planétaire. Oui, c'est vraiment une. C'est un gage. Parce que c'est important, on en parle rarement ici. Mais enfin, c'est le côté démocrate, ça, peut-être. Non, alors, on va laisser Nadir Djenad. C'était une priorité aussi de. La démocratie, ça n'a pas que du mal. Hein. Non, le parti démocrate. Ça ne vous ennuie pas que Nadir Djenad essaie de répondre à la question que je lui ai posée? Non, je vais être très bref. C'était une priorité de Barack Obama. C'est une priorité de Barack Obama. Voilà. Il a raison. Alors, on a beaucoup de mal à s'entendre aujourd'hui. Je regrette un petit peu que vous soyez laissé emporter. Autant je suis pour les débats passionnés, c'est quand même toujours plus agréable que quelque chose de froid. Mais là, je vous ai trouvé un petit peu dur pour le téléspectateur qui a peut-être un peu de mal parfois avec toutes les interjections à s'y retrouver. Mais ça prouve au moins que nos quatre compères ne sont pas vraiment d'accord. On va laisser Nadir parce que j'ai réussi par cette intervention à obtenir le calme. Nadir, tout a été dit pour cette semaine. On y reviendra la semaine prochaine parce que de toute façon on a fini notre temps. Je les vois rire. Vous savez, c'est pas facile tous les jours avec vous. Hein. Je les vois rire. Au moins il y a de la bonne humeur sur ce plateau, même si on n'est pas toujours d'accord entre nous. Merci de votre fidélité et parfois de votre patience parce qu'il en faut. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.